Comment on lève 250 000 € juste avec un PowerPoint? Je pense qu'il y a peut-être 90% des startups qui échouent. Quand on fait une levée de fonds, souvent, on a 3-4 mois de cash devant soi. Il y a une forme de pression, une forme de peur de tout perdre du jour au lendemain. Combien on lève? À quel montant de valorisation? Quelle est l'ambition derrière en termes de vente? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes et qui gagnent 0 € à la fin. Alors, on a l'impression, parce qu'il y a Mistral AI qui lève des milliards, que c'est hyper facile. Mais les gens de Mistral AI, c'est un peu des ovnis en fait. C'est bien beau d'avoir un petit produit qu'on sort comme ça, où on a 50-100 utilisateurs payants au bout de 6 mois, mais ça ne veut pas dire que 6 mois après, les 100 utilisateurs payants seront encore là. Parce qu'il y a, à l'ère de l'IA, un niveau d'attrition, d'infidélité des clients qui est extrême. Le pire conseil qu'on t'ait donné. Bonjour et bienvenue dans Instant Entrepreneur. Ici, je reçois des chefs d'entreprise qui nous racontent leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais surtout la réalité de leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Briolant, cofondateur et CEO de Human Linker, une plateforme de prospection commerciale boostée à l'IA. Il va nous raconter comment Human Linker a dépassé le million d'euros d'ARR en seulement 16 mois, levé 3 millions d'euros, séduit plus de 300 clients et plusieurs milliers d'utilisateurs dans plus de 100 pays. On va parler start-up bien sûr, croissance, visibilité, prospection, mais aussi réalité humaine derrière l'entrepreneuriat et les coulisses des start-up tech. Bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Thibaut, on va commencer par retracer un petit peu ton parcours. Raconte-moi comment on passe du porte-à-porte en menuiserie à CEO d'une start-up tech qui lève des millions. Écoute, à 18 ans, j'ai eu mon bac et je me suis lancé dans des études en alternance. Donc j'ai fait un BTS, j'ai fait de la vente de menuiserie en porte-à-porte. Et à la fin de ces 2 ans, j'avais envie de changement, j'avais pas envie de rester dans ce job-là un peu toute ma vie. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec mon père à l'époque, qui m'a parlé de l'ESC Montpellier, et donc une école de commerce qui permettait de faire ses études en alternance pour continuer ensuite jusqu'au master. Et donc c'est le choix que j'ai fait, et j'ai choisi de continuer finalement mes études et de travailler en sales, donc dans la vente, et non pas dans le bâtiment, mais dans les startups. Donc je suis rentré assez rapidement dans cet univers-là en 2013. Je pense que globalement, dans mon parcours, j'ai toujours travaillé au contact des entrepreneurs, et donc finalement dans des startups ou dans des PME, où j'avais vraiment ce côté proximité avec les fondateurs de la boîte. Et je pense que c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier aussi. Donc finalement, après tout un tas d'années à passer en tant que commercial dans la tech, donc dans différentes boîtes, dans la publicité technologique, dans les logiciels, j'ai décidé d'entreprendre, donc dans une première boîte, dans le service d'abord, donc de faire du consulting en stratégie commerciale. C'est pour des fonds d'investissement, des accélérateurs de start-up, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais pas d'idée à l'époque, j'avais pas d'idée de boîte, et je m'étais dit, en fait, je vais faire ce qui me plaît, c'est travailler au contact des fondateurs, aider sur la stratégie commerciale, mettre en place les bonnes pratiques, développer du business. Donc du coup, on rentrait opérationnel avec une petite équipe que j'avais constituée autour de moi. On rentrait, on paramétrait le logiciel CRM par exemple, la stratégie, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand on s'attaque à une problématique qui est la performance commerciale, on s'intéresse aux principaux outils qui sont utilisés par les entreprises. Et finalement, il y a une réflexion qui vient qui est ça sera quoi le futur de ces outils de vente dans un contexte où tous les gens que je rencontrais, tous les fondateurs, tous les clients, me répétaient un peu toujours la même chose. C'est difficile de savoir à qui on doit parler, c'est difficile de déployer notre stratégie commerciale, on ne sait pas par où commencer, à qui on parle, comment on trouve les coordonnées, on envoie des campagnes de prospection mais on n'a pas de réponse, comment on fait pour être plus efficace au quotidien, mieux préparer nos rendez-vous, être plus efficace, transformer plus d'opportunités. Et en fait, dans ce contexte-là, il y avait beaucoup d'outils, mais finalement peu qui étaient vraiment en capacité de guider les managers commerciaux et les commerciaux dans leur quotidien. Et finalement, de ces problématiques-là, forcément, ça donne des idées. Forcément, ensuite, j'étais déjà en contact et je collaborais déjà avec différentes sociétés, des fonds d'investissement, etc. Donc, ça crée des opportunités aussi. Et pour le coup, c'est un fonds d'investissement pour lequel j'opérais, qui m'a présenté celui qui deviendra mon associé et qui a finalement participé aussi à initier la boîte, puisque on a levé des fonds à la création de la société. Mais j'en reparlerai peut-être après. Comment on lève 250 000 € juste avec un PowerPoint ? Comment on réussit à convaincre ? Je pense que c'est aussi une histoire de contexte, c'est-à-dire que c'est les années
les années passées auparavant à bosser dans différentes boîtes, etc., qui amènent déjà un premier niveau de crédibilité. Et puis, c'est l'expérience que j'avais eue juste avant, qui était finalement de créer une première boîte de consulting en stratégie commerciale, où j'étais déjà dans une forme d'écosystème avec différentes sociétés, et notamment avec des investisseurs financiers. Et donc, c'est vrai que quand on a un projet au début, à la différence de ce qui se dit, il faut pas le garder pour soi, il faut justement en parler au maximum de personnes. Et c'est vrai qu'en présentant ce projet-là aussi au fonds d'investissement pour lequel je travaillais en grande partie, il y a eu une volonté de rentrer au capital de suite et de propulser le projet. Parce que ce fonds d'investissement était aussi dans une logique de création de boîtes, on appelle ça un peu startup studio aussi, etc. Donc c'est peu fréquent. Mais en fait, le projet HumanLinker a toujours été un projet avec une grosse ambition technologique. Et en fait, pour créer de la tech, notamment dans le monde avant l'IA, il fallait quand même beaucoup de moyens. Et donc, forcément, dès le début, tu dois avoir des investisseurs. Ça te permet aussi de faire une forme d'effet de levier avec les banques, avec la BPI notamment, etc. Donc, je pense que c'est à la fois des synergies d'écosystèmes, mais aussi l'expérience des cofondateurs et la proximité avec ce fonds d'investissement. Et le projet que tu présentes à ce moment-là, c'est un projet qui est révolutionnaire ou qui arrive au bon moment? Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Je pense qu'à la fois, c'est révolutionnaire dans la manière de présenter les choses, puisque on part avec quelque chose qui est vraiment une vision de transformer la manière de vendre, d'être capable de faire de la vente beaucoup plus personnalisée, qualitative. Historiquement, le projet, on parlait beaucoup de intelligence des relations, comment on peut obtenir des mises en relation par des gens de son écosystème, ses clients, etc. L'objectif final était de créer plus d'opportunités, des opportunités plus solides aussi, avec une relation entre le commercial et le décideur en face beaucoup plus qualitative et transparente. Et donc à la fois, c'était visionnaire, mais aussi, je pense, c'était à une époque où la plupart des équipes commerciales étaient relativement déçues des outils commerciaux, avec des CRM finalement peu actionnables, vus comme des outils de flicage qu'il faut aller remplir à la main, automatique, justement sans automatisation. Et c'est vrai que nous, on s'est positionné de suite avec un outil intelligent au service de la performance commerciale et pas un outil de reporting pour venir tout simplement donner de la donnée au manager. D'accord. Je t'ai entendu parler dans un autre podcast de certains fonds que tu qualifiais parfois de prédateurs. Comment ça se passe au départ? Donc toi, tu connaissais déjà les fonds d'investissement? Oui, comment exactement. on choisit les investisseurs? Comment ça se passe en fait? Alors, nous, on a fait rentrer donc 2 fonds d'investissement et comme je te le disais, plus d'une 60aine de business angels. Dans les 2 fonds d'investissement qu'on a aujourd'hui, on a en effet un premier fonds qui est celui pour lequel j'opérais avec ma précédente société. Ce fonds avait une proximité forte avec mon associé. D'accord. Puisque un des dirigeants du fonds connaissait mon associé depuis plus d'une dizaine d'années, donc il y avait une vraie forme de confiance. Et le deuxième fonds d'investissement qu'on a fait rentrer, pour le coup, après, en 2022, quand on a fait là notre pré-amorçage, on a fait rentrer donc ce fonds qui s'appelle Carista, et ensuite une quinzaine de premiers business angels. Là, ce qui est amusant, c'est que c'est mon ancien CEO d'une startup dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, donc dans la publicité technologique, et qui m'a introduit en fait aux dirigeants de ce fonds, qui avaient entendu parler de moi brièvement dans des boards, parce que à l'époque j'étais plutôt bon dans cette société, j'étais relativement jeune, donc ils s'étaient servi un peu de mon exemple pour essayer de dupliquer et trouver d'autres recrues de ce type-là. Et finalement, c'est mon ancien CEO, puisque j'avais gardé de super relations avec lui, parce que j'avais été sérieux aussi dans mon job à l'époque, qui m'a introduit en fait aux dirigeants de ce fonds en disant voilà, je vous présente Thibaut, je vous avais parlé de lui à l'époque, il a monté un super projet, ils ont déjà levé des fonds, rencontrez-le avec son associé. Et puis finalement, on a réussi à les faire rentrer au capital. Et les business angels, du coup, parce que 60, ça fait quand même un petit paquet de monde. Comment ça se passe, ça aussi? Ça se fait progressivement ou... Ouais, ça se fait progressivement. C'est aussi les rencontres, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le réseau. C'est le réseau, c'est aussi les rencontres. Alors, au début, tu connais 1 ou 2 personnes à qui tu présentes les choses. Forcément, quand tu as déjà 2 fonds d'investissement qui sont positionnés,
forcément, ça aide aussi, Ouais. puisque ça amène une certaine forme de crédibilité sur le dossier. Donc, plusieurs business angels qui se positionnent. Effet un peu boule de neige aussi, puisque certains en parlent à d'autres amis. Ah ben tiens, je suis en train d'investir dans cette boîte, etc. Et donc finalement, on a un premier pool de business angels qui se positionne. Et puis, tout au long finalement de cette aventure, on a fait rentrer des investisseurs. On a fait rentrer aussi des amis. Alors nous, on l'a fait un peu différemment. Souvent, les gens commencent leur aventure avec friends and families, comme on dit. Ouais. Et finalement, nous, on l'a fait un peu après. C'est des proches qui sont rentrés au capital plus tard dans l'aventure, une fois que le projet était aussi un peu plus solide. Je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'on a envie de potentiellement impliquer des gens qu'on connaît bien. Il y a toujours une forme de risque dans l'univers de la tech et des startups. Donc, c'est vrai que 60 business angels, c'est beaucoup. Ça apporte aussi des conseils, ça apporte du réseau, ça apporte une forme de crédibilité aussi. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a rencontré des fois certains business angels. Je pense notamment à Christophe Holnet, qui est aussi à notre board, qui est l'ancien CEO de Microsoft France, qu'on a rencontré sur un comité d'investissement pour faire entrer un autre fonds à une autre phase de la vie de la boîte. D'accord. Et ce fonds-là ne s'est pas positionné. Par contre, Christophe, lui, était intéressé par le projet et finalement, il nous a fait confiance. Donc, il est rentré au capital chez nous et on lui a donné une place au board. S'il n'y avait pas eu cette première levée de fonds, tu penses que tu aurais pu avancer quand même d'une autre façon ou pas forcément? Je pense que s'il n'y avait pas eu cette levée de fonds, on n'aurait pas pu créer ce projet. Peut-être qu'on aurait pu, dans un monde post finalement arrivée de l'IA, puisque Ouais. capacité peut-être de construire des produits beaucoup plus vite avec moins de fonds, possibilité de paralléliser aussi ce projet avec nos activités principales. Néanmoins, il faut comprendre qu'au début du projet, donc moi j'ai une petite structure avec 3-4 collaborateurs, des clients. Je viens quand même de me lancer depuis un an, au moment où je commence à travailler sur Human Linker. Et mon associé, lui, il avait une boîte déjà avec une trentaine de collaborateurs. Ok. Donc en fait, si tu veux, quand tu veux créer un nouveau projet, une nouvelle startup, mais que tu as ce contexte-là, tu peux pas dire ok, j'ai 2 ans de chômage. C'est génial dans certains cas de figure, mais nous, on avait déjà des clients, des collaborateurs, etc. Donc c'est vrai qu'on pouvait pas se lancer donc, comme certaines autres personnes, tu vois. Et donc en fait, on a dû faire un choix et donc compte tenu de notre contexte et de l'ambition du projet et des ressources qu'il fallait pour pouvoir construire ce produit, c'est vrai qu'il y a eu que cette solution-là qui est finalement de créer dès le premier jour. Ça nous a permis aussi de pouvoir, nous, commencer à nous concentrer à une grande partie de notre temps sur ce projet-là aussi. Parce que souvent, on a un peu cette problématique, j'ai envie de dire, un peu schizophrène, de se dire, OK, combien de temps je passe sur mon projet entrepreneurial de logiciel versus mon temps sur, je sais pas, du consulting, etc. Il faut aussi remplir son frigo. Ouais. Donc voilà, il y a aussi ce sujet-là. Donc je pense que ça a permis aussi progressivement d'augmenter notre temps de travail sur ce projet, qui était au début une forme de side project, mais relativement sérieux, et qui, à partir de 2022, quand Carista est rentré au capital et une première partie des Business Angels, qui est devenu notre projet full-time, puisque là, pour le coup, on avait des obligations d'exclusivité sur ce projet-là. Qu'est-ce qui fait l'entrée de Carista, justement? Comment cette deuxième levée de fonds, elle intervient Ouais. pour quelle raison? Elle intervient dans un stade où, quand on est dans l'univers du logiciel et du logiciel commercial en particulier, il y a quand même une nécessité de se financer, d'accélérer aussi, puisqu'il y a de la concurrence qui peut arriver un peu de partout. Donc en fait, on ne peut pas trop se reposer sur ses acquis. Et donc finalement, on avait une première partie de produits, quelques premiers testeurs, un ou deux en gratuit, un ou deux en payant. Et puis, il faut actionner, quoi. Il faut y aller. On a ce premier fonds d'investissement, on a des premiers ingénieurs. Et donc là, on se dit, OK, il faut accélérer, il faut lever plus de cash en actions et il faut aller refaire des leviers avec la banque, BPI, etc. pour créer notre premier bureau, pour recruter nos premiers salariés, puisque dans la phase, justement, finalement, d'avant, après la première levée de fonds, la création de la société,
tous les collaborateurs qui travaillaient sur le projet n'étaient pas des collaborateurs en CDI, mais étaient des collaborateurs externes qui finalement étaient dans nos sociétés respectives avec mon associé. D'accord. Puisque donc, en fait, on a adopté finalement le modèle qui était plébiscité par notre fonds d'investissement / Startup Studio pour Ouais. co-construire finalement des boîtes. Voilà. Donc au moment où on avait, on va dire, minimisé un peu le risque sur le projet, ben là on a levé pour finalement accélérer, recruter et avancer. Si tu avais un conseil à donner sur les levées de fonds, Mm. moi par exemple, j'ai des clients qui parfois cherchent des investisseurs, alors ils ne sont pas forcément dans la tech. Comment on réussit à convaincre? Donc tu me parlais de l'expérience tout à l'heure, de la crédibilité. Ouais. Par quoi il faut commencer? Est-ce que tu auras un conseil en particulier? Bah, je pense que c'est toujours le premier investisseur qui est difficile à avoir quand il n'y a personne qui s'est déjà positionné. C'est clair qu'une fois qu'il y a des premières personnes qui sont positionnées, il y a un effet aussi qu'on appelle un peu le FOMO, désolé pour les anglicismes, mais finalement on a peur de passer à côté d'une opportunité qui joue beaucoup aussi, il faut être clair, en fonction des noms qui sont positionnés au capital, de leur expérience, forcément ça motive les gens et ça fait que des fois ils se posent beaucoup moins de questions, ils vont beaucoup plus vite aussi. Après, on parle de gens qui ont quand même des capacités financières qui sont déjà quand même relativement élevées, qui connaissent aussi le niveau de risque dans l'univers des startups. Donc, généralement, c'est quand même des investisseurs relativement avisés. Donc, si j'avais un conseil à donner sur comment bien réussir sa levée de fonds, c'est déjà aussi savoir à quel moment il vaut mieux faire rentrer des business angels plutôt que des fonds d'investissement. D'accord. Ça, c'est déjà un premier gros sujet. Et à quel moment? Moi, j'ai envie de dire que, en fait, nous, aujourd'hui, on a fait rentrer un fonds d'investissement dès le début et on n'a pas de regrets là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'on arrive dessus dans un niveau de complexité, de pacte d'associés, de clauses, d'actions, etc., qui sont quand même relativement complexes à comprendre pour l'entrepreneur novice, entre guillemets, ou du moins l'entrepreneur novice dans un univers de levée de fonds, etc., complexe. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut avoir un entrepreneur qui fait déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires dans un secteur d'activité classique et qui a 100% de son capital. S'il arrive et il veut créer une start-up et faire des levées de fonds, c'est un univers qui est complètement différent. Puisqu'on a des termes, alors je ne vais pas donner des termes trop compliqués, mais il y a des termes, par exemple, comme il y a une clause qui s'appelle le BSA Ratchet, qui fait que si on lève des fonds sur le tour d'après à une valorisation qui est plus faible que le tour d'avant, et bien en fait, il y a un système de relution sur les parts des fondateurs, par exemple. D'accord. Ou il y a une clause, par exemple, qu'on appelle de liquidité de préférence, qui fait qu'à la vente de la société, les investisseurs vont récupérer déjà au moins une fois, voire des fois 2 fois leur mise, avant qu'il y ait le départage de l'argent. Donc pareil, combien on lève, à quel montant de valorisation, quelle est l'ambition derrière en termes de vente. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes et qui gagnent 0 € à la fin. Donc en fait, il y a une vraie stratégie à avoir. C'est très technique, finalement. Mais qu'on n'avait pas forcément, si je suis très honnête. On n'avait pas ce niveau de compétence-là. On avait bossé dans des boîtes qui avaient fait des levées de fonds, donc on était un petit peu avertis. On avait quand même des conseils juridiques relativement expérimentés. Néanmoins, c'est vrai que on a envie d'y aller, on a envie d'avancer. On se dit non, mais bon, ça, on s'en fout, on verra plus tard. Bon, une fois qu'on est plus tard, il y a des fois des surprises. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, justement, une fois qu'on rentre dans ce système de start-up qui lève des fonds? Je pense que si on commence par ce qu'on gagne déjà, c'est évident, mais... on gagne de l'argent. Donc finalement de l'argent qui crée de l'argent à nouveau. C'est-à-dire que le cash qu'on apporte de par les investisseurs permet de faire effet de levier auprès des banques et de la BPI, notamment en France. Donc ça, c'est quand même vraiment cool, parce que... Alors, il y a des limites aussi, c'est-à-dire que les prêts bancaires, il faut quand même les rembourser. C'est pas de l'argent gratuit. Donc, mais en tout cas, ça permet déjà de pouvoir quand même avoir une somme d'argent élevée à investir pour créer finalement et accélérer sa société. Donc, recruter, investir en marketing, investir dans la tech, etc. Donc, j'ai envie de dire que c'est les bons côtés. Ça permet aussi de rentrer dans une manière beaucoup plus structurée de la vie entrepreneuriale, avec des boards, des décisions communes, etc., qui ont aussi une forme d'intérêt. C'est pas que du négatif, c'est aussi tout simplement partager les réflexions, trancher à plusieurs sur des décisions, partager les niveaux de risque sur telle ou telle décision aussi.
c'est important avec des gens qui sont plus expérimentés. Hein. Nous, dans notre board, on a donc un représentant de chaque fonds et ensuite deux de nos plus gros business angels. Et donc ça, c'est hyper important. Donc je pense que ça, c'est les bons côtés. Ça amène de la crédibilité, bien évidemment, derrière aussi avec des business angels parce que, ah ben ouais, il y a déjà un ou deux fonds qui sont rentrés, donc c'est quand même gage de confiance. Ça montre que les packs d'investissement, etc., ont été lus, relus par des avocats, etc. Maintenant, les mauvais côtés, pas dire les mauvais côtés, mais les inconvénients, on va dire, c'est que bien entendu, on ne prend plus les décisions soi-même. Il y a une forme finalement de reporting aussi assez costaud, assez conséquent, qu'on doit aller produire aussi pour rassurer, montrer aussi l'évolution de la société. Des fois, il y a des désalignements dans les décisions sur, je prends un exemple, nous, on a racheté une société en 2023, on en reparlera peut-être. Bon, il y a des gens, des fois, qui sont pas d'accord, et donc il faut arriver à expliquer, à être pédagogue sur la manière aussi de réaliser tel ou tel projet, etc. Donc, je pense que voilà, comme dans toutes les aventures entrepreneuriales, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Donc voilà, je pense que ça fait partie du jeu, c'est normal, hein, il y a de l'argent qui est investi, ça peut pas être sans reporting, sans partage des décisions. En tout cas, nous, on l'a toujours vu, je pense, relativement, enfin, plutôt on l'a vu positivement, en tout cas, toujours travailler avec des gens relativement constructifs. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Mm. Quand on a 2 fonds d'investissement, 60 business angels, un associé, une dizaine de salariés, Ouais. est-ce qu'on a quand même une forme de solitude par rapport à la prise de décision, notamment, ou c'est une solitude qui est différente? Alors, je pense que déjà, moi, je suis pas seul dans l'aventure. Effectivement. Donc, j'ai un associé qui s'appelle Régis, Mhm. qui est aussi plus vieux que moi, plus expérimenté sur pas mal de points, notamment sur les aspects de management, les aspects financiers, etc. Il a connu d'autres phases de la vie des entreprises. Donc ça, je pense que c'est un gros plus. Je pense qu'entreprendre seul, c'est très difficile, notamment dans les startups, avec cette pression au quotidien, bien entendu, de clients, collaborateurs, le board, les investisseurs, etc. C'est bien d'avoir deux personnes pour pouvoir faire tampon, se répartir aussi les rôles, etc. Donc oui, il y a une forme de solitude, c'est évident, puisque même si on a un associé, il y a des moments, on n'arrive pas à tout dire, ou etc. Alors nous, on a de la chance parce qu'on a toujours une relation vraiment top. On s'est toujours dit les choses, il n'y a jamais eu de... Franchement, même quand j'en parle autour de moi, c'est quand même relativement rare. Donc je sais que c'est une vraie chance qu'on a pu avoir dans ces dernières années, avec malgré tout des phases de la vie de la boîte relativement compliquées, avec des gens qui essayent aussi de nous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent, comme dans toutes les aventures, de nous diviser aussi. Néanmoins, je pense qu'on est resté relativement solide parce qu'il y a une forme de confiance. On a toujours été des gros bosseurs. Et du coup, je pense que c'est un gros plus sur notre projet. Peut-être que si on ne s'était pas bien entendu, peut-être que le projet aurait pas pris la forme qu'il est aujourd'hui. Et donc ouais, c'est sûr que c'est difficile d'entreprendre. Donc le choix des associés, c'est très compliqué. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a une forme de solitude. Néanmoins, quand on est plusieurs cofondateurs, c'est quand même un gros plus. Et comment on fait pour rester aligné, garder la même vision commune, en fait, Ouais. avec toutes ces levées de fonds, les investisseurs, les business angels, toute cette pression? Comment ça se passe? Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de clarifier les choses au tout début. Donc dire, OK, où est-ce jusqu'où on a envie d'aller? Qu'est-ce que toi, tu es prêt à accepter ou ne pas accepter? Je prends un exemple, nous, c'était pas forcément notre volonté de se dire, tiens, à tel moment, on s'expatrie aux États-Unis, etc. On se l'est dit de suite, en réalité. Même si, bien entendu, dans la vie, des choses qui peuvent évoluer, des choses qui peuvent changer. Mais en tout cas, on s'est dit de suite, nous, on a envie de faire une très belle boîte. Est-ce qu'on a envie d'être demain d'être dirigeant d'une boîte de 2 ou 3 000 personnes? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie de créer un super produit qui séduit des milliers d'utilisateurs, qui va demain être acheté par un leader ou un co-leader de notre marché? Oui, clairement. Après, on verra jusqu'où on va. Est-ce qu'on a envie de quitter l'Europe, quitter la France pour aller à tel ou tel endroit? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais en tout cas, je pense qu'on a une transparence dès le début aussi sur nos volontés, est-ce qu'on était prêt à accepter ou pas. Et je pense que ça permet quand même de créer un cadre un peu de confiance tout au long du projet. Et puis après, tout simplement, quand il y a des moments, et ça arrive très souvent, on va pas se mentir,
des moments compliqués à vivre, puisque quand on fait des levées de fonds comme ça, très souvent, c'est aussi parce qu'il faut du cash et que quand on fait une levée de fonds, il ne faut pas se leurrer non plus. On n'a pas 12 ou 24 mois de cash devant soi, hein. Quand on fait une levée de fonds, souvent, on a 3-4 mois de cash devant soi et encore, des fois, bien moins. Donc bien sûr, il y a une forme de pression, une forme de peur de tout perdre du jour au lendemain. Donc je pense que c'est important d'être hyper transparent pour arriver à avoir une relation forte. Justement, quand on voit un peu les gros titres, la startup X qui lève 5 millions d'euros, ça a l'air simple, ça fait rêver un petit peu, puis ça a l'air simple. C'est quoi la réalité derrière? Je pense qu'il faut regarder les chiffres déjà, hein. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il y a peut-être 90% des startups qui échouent. Le taux, alors j'ai pas les chiffres exacts, je ne vais pas dire des bêtises, mais je pense qu'il y a que quelques pourcents des startups qui se créent en France qui arrivent à lever des fonds avec des fonds d'investissement, donc ce qu'on appelle du VC, Venture Capital. Ce qui est quand même relativement différent de quand on lève avec des business angels, puisque quand on lève avec des business angels, il vient un moment où les business angels, forcément, ils investissent leur argent personnel, mais ils ont une capacité d'investissement et ils ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus dire tiens, sur mon enveloppe de, j'en sais rien, 100 000 euros à investir cette année, je vais mettre 100 000 euros dans cette boîte. C'est pas du tout la stratégie qu'on doit adopter quand on est investisseur. Au contraire, il vaut mieux mettre 10 tickets à 10 000 euros pour minimiser le risque, en fait. Et un peu comme dans la logique des fonds d'investissement, on sait très bien qu'il y a 5 startups sur 10 qui vont échouer. Il y en a 3 qui vont être moyennes. Il y en a une qui va être plus, et il y en a une qui va exploser et qui va permettre finalement de faire la performance. Donc c'est comme ça qu'un fonds d'investissement fonctionne et c'est comme ça que beaucoup de business angels vont fonctionner. Donc en fait, la réalité de quand on voit dans la presse cette boîte a levé 5 millions, 10 millions, généralement, il ne faut pas se leurrer. C'est des gens qui ont déjà levé des fonds avant. C'est beaucoup plus facile de relever des fonds quand on en a déjà levé dans une boîte d'avant, qu'on a déjà revendu une boîte. C'est même un jeu d'enfant, je pense, pour certaines personnes de relever. Deuxième truc, c'est sûr qu'il faut des fonds d'investissement à ses côtés pour accélérer, parce qu'à un moment donné, on est bloqué. Et du coup, on va être forcé, si on n'a pas fait rentrer de fonds, soit on continue avec une trajectoire classique de boîte qui se finance avec ses clients et tout, c'est super. Soit à un moment donné, si on n'a pas la capacité de faire rentrer des fonds, on ne pourra pas accéder à des volumes de cash suffisamment importants pour, je sais pas, devenir leader européen ou leader français, par exemple. Donc je pense que faut pas trop se fier aux gros titres. Quand il y a des gens où ça m'arrive de recevoir des sollicitations par mon réseau ou de dire oui, là, j'en voyais encore une il y a quelques jours, j'ai prévu de lever 2 millions sur une valorisation à 12 millions d'euros. Dire ouais, mais est-ce que tu sais ce que ça implique derrière? Est-ce que tu crois que 2 millions d'euros, ça se trouve pas comme ça? Donc bien sûr, on a l'impression, parce qu'il y a Mistral AI qui lève des milliards, que c'est hyper facile. Mais les gens de Mistral AI, c'est un peu des ovnis, en fait. Il y a peu de gens qui sont comme ça. Donc, l'envers du décor, c'est pas vraiment ça. Il y a une vraie complexité à lever des fonds, ça se durcit de plus en plus. Donc, il y a toujours une catégorie d'entrepreneurs qui arrivent parce qu'ils ont vendu des boîtes ou ils sortent de chez Google, OpenAI ou autre. Et bien entendu que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un aspect justement de marque personnelle de ces gens-là qui permettent d'attirer les fonds d'investissement. Hein. Donc ouais, il y a une vraie réalité derrière tout ça. Justement, quand on a préparé l'interview, tu m'as dit on peut mourir tous les 6 mois. Ouais, clairement. Hein. De toute façon, je pense que la raison numéro 1 alors, il y a plusieurs raisons dans l'échec des startups. Il y a les problématiques de business model où, bien entendu, on n'arrive pas à trouver sa catégorie de clients ou du coup, finalement, son produit répond pas. Mais néanmoins, le manque de cash aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Dans un contexte à 3-4 niveaux, mais globalement, il y a une première réalité aujourd'hui qui est, déjà, je pense qu'un des plus gros, le plus gros investisseur des startups en France, c'est la BPI. Et c'est vrai que du coup, avec le contexte politique français, c'est relativement complexe de continuer à lever des fonds avec BPI, donc avec des mécaniques qu'on appelle non dilutives, hein, donc avec c'est une forme de prêt bancaire décalé sur plusieurs années. Donc déjà, ça c'est plus compliqué qu'avant. Les banques sont aussi plus frileuses, hein, puisqu'il y a un taux de défaillance de start-up qui est quand même relativement élevé, etc. Donc
le niveau d'exigence des banques est plus élevé et le niveau des investisseurs, que ce soit des business angels ou des fonds, est plus élevé qu'avant aussi. Il faut maintenant avoir déjà vendu 2 boîtes et être dans l'IA, mais pas trop dans l'IA, parce que si on est trop dans l'IA, on peut se faire remplacer par ChatGPT, etc. Donc en fait, c'est très compliqué d'arriver à cocher les cases. Et c'est vrai que le risque, c'est souvent, en fait, on a levé des fonds, on a positionné dans son business plan qu'on allait relever à telle date, tel montant qu'on a mis. Et finalement, le cash, il part beaucoup plus vite que ce qu'on l'a imaginé, parce qu'il y a toujours des aléas du quotidien, etc. Ou tout simplement, en fait, la levée de fonds qu'on avait prévu de faire, et nous, ça nous est déjà arrivé, elle ne se passe pas, en fait. D'accord. Elle ne se passe pas pour tout un tas de raisons, de marché, de c'est pas le bon moment, oui, mais il faut encore plus de traction commerciale, etc., etc. Et fait qu'à un moment donné, si en fait dans son BP on avait mis qu'il fallait 3 millions d'euros à ce moment-là, et au minimum il fallait, je sais pas, 500 000 euros pour continuer à rester sur la voilure existante, si à ce moment-là on n'a pas réussi à collecter, là on est mal. Okay. Donc oui, pour beaucoup de startups, tous les 6 mois, tous les ans, il faut relever des fonds ou optimiser. Donc, malheureusement, des fois, ça passe par mettre fin à des contrats, que ce soit avec des prestataires, avec des collaborateurs. C'est pas évident, mais malheureusement, ça fait partie du climat dans lequel on est aussi aujourd'hui. Pas que je veuille avoir une posture néfaste par rapport à la réalité, mais c'est la vraie vie entrepreneuriale derrière, malheureusement. Pour atteindre 1 million d'euros de revenus annuels récurrents en seulement 16 mois, il faut uniquement un très bon produit, il faut miser aussi beaucoup sur la communication, la pub, le marketing. Il faut les deux. Alors, quand je parle de 16 mois, c'est entre le moment où on a commencé à avoir une partie de notre produit un peu opérationnelle, on va dire, puisque en 2021-2022, on a construit des bribes de notre produit, mais le niveau d'attente en fait des utilisateurs et des clients sur notre marché, il est extrême. Donc en fait, au début, il manquait encore trop de parties pour vraiment être capable de faire une commercialisation un peu propre, normale. Donc quand je parle de 16 mois, c'est en effet à partir du moment où on a commencé à avoir quelque chose de vendable et de mesurable en termes de ROI. Je pense que c'est une combinaison des deux. À la fois, nous, on a été très précurseurs sur l'IA générative notamment, c'est-à-dire que globalement, en fait, on est arrivé à un moment donné de la boîte où on a racheté donc une start-up IA basée au Luxembourg, donc capable de comprendre la personnalité des interlocuteurs, etc. Et derrière, on avait la capacité, qu'on a toujours d'ailleurs, mais de générer des messages IA ultra personnalisés. Il y avait assez peu de boîtes en fait qui faisaient ça sur le marché, donc à la fois il y avait un aspect globalement d'innovation. Waouh, ah ouais, Human Linker, c'est ceux qui font l'analyse de personnalité, qui comprennent le contexte du prospect, du client et qui vont générer des messages personnalisés qui transforment. Donc ça nous permettait déjà, grâce à notre produit, d'attirer du monde. Mais bien évidemment, on a dû dérouler un certain nombre d'actions marketing qu'on peut détailler, hein, mais comme oui, participation à des podcasts, participation à des plateaux de télé, des articles dans la presse, sur Forbes, machin, de l'influence aussi, beaucoup. Ouais. On a travaillé avec beaucoup d'influenceurs en France, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, etc. Parce que notre produit aujourd'hui, il est diffusé au niveau global. Donc ça a eu beaucoup d'impact. D'ailleurs, on a commencé dans l'influence à un moment donné où il y avait assez peu de gens qui se positionnaient dans l'influence B2B. Donc j'avais pris une forme de risque en sponsorisant des épisodes qui étaient finalement un peu une parodie de Serge Le Mito. Donc ça s'appelait les Sales Mythos. C'était avec Ariel Rosenblum, Ruben Tayeb et Enzo Colucci. Ouais. Donc 3 personnes qui sont maintenant bien connues. Et donc là, c'était pareil, une approche un peu humoristique autour de ce qu'il y avait dans le produit Human Linker, etc. Et en fait, ça a participé vraiment à un peu notre éclosion. Finalement, nous faire connaître auprès d'un public qu'on n'adressait pas au début, puisque au début du projet, on vendait plutôt à des directeurs commerciaux. Mmh. Et en fait, au moment où on a fait ce choix, on a créé une partie de notre produit disponible en quelques clics pour n'importe quel utilisateur et la capacité de mettre sa carte bancaire. Et donc là, on devait toucher une audience qui étaient les utilisateurs finaux, les commerciaux. Donc là, on devait adapter une communication. Et après, ça en est suivi, bien entendu, des phases aussi de
publicité, AdWords, LinkedIn Ads, prospection avec notre plateforme aussi, bien entendu, et avec des pics, certains mois, 2500, 3000 personnes qui viennent créer un compte. Donc assez gros pour une startup, avec des gens qui viennent de 150, 180 pays. L'agressivité marketing qu'on a eue, ou du moins la diffusion de notre offre partout sur tous les supports, en France, à l'international, a quand même participé à accélérer notre notoriété et à accélérer sur l'acquisition client. L'image de Human Linker, c'est aussi un petit peu toi, parce qu'on t'a vu beaucoup prendre la parole aussi. C'était un choix de ta part aussi, d'être visible en tant que dirigeant, ou c'était un petit peu le hasard, tu avais juste envie de parler de ton entreprise? Non, c'était un vrai choix, hein. C'était un choix qui était quand même mûrement réfléchi aussi avec les conseils qu'on a aujourd'hui, parce que c'est aussi la manière dont les choses ont évolué dans les dernières années, hein, où moi l'objectif c'était vraiment d'incarner en fait le dirigeant, co-dirigeant d'une startup tech, logiciel commercial, et d'associer ça avec finalement l'expérience commerciale que j'ai eue sur le terrain, en montrant que j'ai co-construit cette startup sur la base de problématiques opérationnelles que j'ai vraiment vécues. Je pense que ça forge aussi de la crédibilité derrière par rapport à l'audience, que ce soit celle des directeurs commerciaux, mais également celle des commerciaux derrière qui vont utiliser la plateforme. Finalement, d'avoir un produit qui n'est pas décorrélé de la réalité, comme malheureusement ça l'est des fois dans certaines boîtes. On oppose souvent les startups et les entreprises plus traditionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt créer un pont entre les deux? Est-ce qu'on ne peut pas s'apprendre mutuellement des choses? Si, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des deux côtés. Dans les PME, forcément, tous les aspects de rentabilité, d'économie, le fait de challenger chaque dépense, etc. Je pense que c'est hyper important. La réalité, c'est que dans les 2 dernières années, dans l'univers startup, il y a eu beaucoup d'approches PME qui ont dû être mises en place. C'est le cas aussi pour Human Linker, hein, notamment sur la gestion des dépenses, sur la recherche de rentabilité, qui est une vraie réalité aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est le premier gros sujet. D'être finalement un peu plus terre à terre aussi, et pas de se dire non, mais en fait, ça sera sur la prochaine levée, ça sera sur tel ou tel truc. Donc ça, je pense que c'est le bon côté. Maintenant, le bon côté des startups qu'on peut apporter à des PME, je dirais que c'est tous les aspects de se rechallenger en permanence, puisque c'est vrai que quand on est dans une startup, il y a toujours des nouveaux concurrents qui arrivent, il y a des boîtes américaines qui arrivent, qui se déploient en Europe, donc il y a des formes de concurrence qui se créent tout le temps, et c'est beaucoup plus agressif que dans l'univers PME, qui est souvent à échelle nationale, des fois internationale bien entendu, mais où souvent la boîte est là depuis un moment, elle vend un produit qui marche déjà, elle essaye de le faire mieux que les autres, mais quand on arrive, on est obligé de créer un produit, des fois qui est un peu lunaire, qui est un peu révolutionnaire, où finalement on est peut-être des fois en avance sur le marché, etc. Il faut toujours changer de cap, il faut des fois accepter que on a investi, 30 000 € sur ce développement de produit, mais en fait on arrête tout et on passe sur autre chose parce qu'en fait ce truc-là c'est trop compliqué. Et donc je pense que c'est cet aspect d'agilité et de souplesse et de remise en question permanente qui est qui serait extrêmement utile pour les PME. Et c'est vrai que moi je me régale à parler avec des dirigeants de PME aussi sur leur réalité, où des fois le business il tourne et ils se disent pas ça sera quoi le coup d'après, comment ma boîte elle sera dans 3 ans, dans 5 ans. C'est d'ailleurs un des avantages aussi d'avoir des fonds d'investissement et des investisseurs au capital, c'est qu'on peut pas juste penser dans l'instant présent et se dire ok, on sera où dans 6 mois. La réponse ça peut pas être dans 6 mois on aura atteint nos objectifs. Non, c'est dans 6 mois ton produit sera comment. T'as prévu de relever des fonds quand? On te demande de te projeter à 5 ans, de dire ok, en 2028, on sera à 200 collaborateurs, on aura un bureau à Londres, un truc machin. Donc, c'est aussi cette projection-là qui est quand même relativement utile pour avoir déployé une vision, s'intéresser aussi au marché. Et je pense que c'est utile de l'avoir quel que soit le secteur d'activité. Si demain, j'en sais rien, on est menuisier, ébéniste, on a une boîte de plomberie, peut-être que en fait, qu'est-ce qui va se passer sur le marché de la plomberie dans les 15 prochaines années? Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas le plombier, il va pas se dire, tiens, moi j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, il y avait des systèmes maintenant pour détecter les fuites d'eau connecté à ton téléphone dans ta maison, j'en sais rien, en fait. Mais c'est juste que se dire, waouh, il faut prévoir le coup d'après. Les gens, ils attendent, de certains métiers d'ailleurs traditionnels, une autre manière de fonctionner, une autre manière de
de créer la relation avec eux, de suivi, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut innover, même dans des secteurs d'activité hyper traditionnels. Et je trouve ça justement génial. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sauter de l'univers startup à l'univers PME, parce que c'est aussi la vraie vie et c'est plus terre à terre. Et voilà. Mais c'est l'impression que j'ai, moi, quand je vois des PME autour de moi, j'ai l'impression aussi que ce qui pêche à un moment, c'est qu'ils n'ont pas forcément réussi à intégrer assez de technologie. Et du coup, par rapport à tes concurrents, tu perds, quoi. Ils n'arrivent pas à se renouveler et à se pérenniser, en fait, du fait de ne pas réussir à intégrer de nouvelles technologies, je trouve. Clairement, je pense que de toute manière, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de performance. De performance commerciale et de rentabilité. Donc la performance commerciale et la rentabilité, ça joue sur des facteurs d'automatisation des tâches, et surtout à l'ère de l'IA maintenant, qu'est-ce qu'on fait faire par un humain, qu'est-ce qu'on fait faire par une IA. Et la réalité, c'est que dans tous les secteurs d'activité, c'est la même chose. Je prends un exemple, je sais pas, imaginons qu'on soit dans le secteur, on parlait tout à l'heure du secteur d'activité du padel, par exemple. Ouais. Donc avec, je sais pas, une société qui aurait plein de terrain de padel. Si par exemple cette société-là, elle a mis en place un système de réservation automatique des terrains, ou si on peut appeler, il y a un agent IA qui va dire plutôt lundi, machin, etc. Tout simplement, ça permet d'avoir déjà d'optimiser la profitabilité de la société, plutôt que d'avoir un poste plein qui fait ça automatiquement. Je pense qu'on le voit avec Doctolib, etc., notamment avec les prises de rendez-vous. Avant, on avait des standardistes qui faisaient ça toute la journée. Aujourd'hui, ça présente un avantage à la fois pour le médecin, mais aussi pour le patient qui a besoin de prendre son rendez-vous rapidement. Donc, en fait, je pense que c'est un peu tous ces aspects-là sur lesquels il faut plus d'automatisation, il faut des processus qui vont plus vite, qui sont capables de pouvoir aussi donner de la visibilité en temps réel à un client. Où est-ce que j'en suis sur ma commande, où est-ce que j'en suis sur tel... C'est ça le niveau d'attente aussi des gens, puisqu'on est tous consommateurs, on achète tous des trucs sur Internet, où on est habitué à se dire, tiens, ça y est, j'ai mon colis qui est arrivé en point relais, j'ai reçu un email, ceci, cela. Donc les gens maintenant, ils attendent aussi ça, en fait, d'avoir de la visibilité, de pouvoir être sûr que, je sais pas, si on prend un artisan, il va bien venir ce jour-là, il va pas venir 2 semaines après, par exemple, etc. Donc ça passe par de l'automatisation et finalement, c'est pareil. Prenons un dernier exemple. L'artisan, il est sur son chantier, toute la journée, il opère, mais en fait, il peut pas répondre au téléphone pour prendre des rendez-vous, pour donner de l'information. Si demain, il a un assistant IA ou serait-ce que quelqu'un qui prend des appels téléphoniques, du coup, il va forcément permettre d'amener une meilleure visibilité. Il va répondre plus vite peut-être aux opportunités commerciales, etc. Pour revenir sur le sujet de la prospection, tu en parlais un petit peu au départ, Human Linker, vous l'avez créé aussi parce que vous avez des directeurs commerciaux qui se rendaient compte que la prospection, ça échouait souvent. Qu'est-ce qui fait que la prospection échoue aujourd'hui ? Alors, pourquoi la prospection a commencé à échouer il y a quelques années même ? C'est globalement, il y a eu une approche qui était une approche de masse qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs aires dans la prospection. Moi, on m'a appris à prospecter prospect par prospect, où finalement, on allait identifier un prospect sur LinkedIn, trouver ses coordonnées, on allait l'appeler, on allait essayer de trouver un petit argument parce qu'on avait vu un article, un post, ceci, cela, pour essayer de l'accrocher. Et en fait, aux alentours des années 2017-2018, on a commencé à avoir des outils d'automatisation de masse, un peu différents des outils d'email marketing, mais vraiment des outils d'automatisation de la prospection, automatiser les tâches répétitives, de trouver les coordonnées, trouver les emails, écrire les messages, etc. Donc ça a été trop utilisé. Et donc ça a juste fait que y a des gens qui ont diffusé leur offre un peu à la terre entière. Et donc en fait, il y a eu déjà une prise de conscience des dirigeants sur waouh, ma boîte mail déjà elle est submergée de messages. Mon compte LinkedIn il est submergé de messages. Les gens, ils m'ont envoyé un message, ils l'ont envoyé à 1000 autres directeurs marketing. C'est bonjour monsieur X, on sait que c'est très bien avec des variables, nom, prénom, nom d'entreprise, etc. Et donc finalement, tout ça s'est durci en fait pendant plusieurs années. Et donc finalement, on arrivait mieux à interagir avec les décideurs sur des salons, au téléphone.
des fois, tout simplement, parce qu'on a appelé, c'est des vraies personnes. Et finalement, nous, on a choisi de remettre plus de qualité et de personnalisation dans tout ça, en créant en fait un système qui va reproduire le comportement humain, qui va être capable d'aller s'intéresser à un prospect, comprendre son contexte, comprendre ce que fait sa boîte, quelles sont ses actualités, ses challenges, croiser ça avec ce que moi j'ai à offrir, mon retour sur investissement. Donc, toute cette mécanique du cerveau du commercial, en fait, on l'automatise et on préconstruit des messages qui sont 100% uniques. Et finalement, où le prospect, quand il les reçoit, il se dit « Waouh, on m'a vraiment écrit à moi, en fait. Cette personne-là, elle a pris du temps pour s'intéresser à moi. » Et donc ça, on l'automatise avec l'IA et on est capable de le rendre industriel pour nos clients. C'est la personnalisation qui fait la différence aujourd'hui. C'est la personnalisation qui fait la différence, c'est pas que, même si bien entendu, nous, on est un acteur de ce sujet-là de personnalisation, mais c'est aussi le fait de multiplier les canaux. Donc c'est d'allier à la fois les emails, LinkedIn, les appels téléphoniques, d'aller aussi sur des événements, etc. Donc une fois de plus, il n'y a pas qu'une méthode miracle qui marche, même s'il y a des gens qui vont vous dire sur Instagram qu'il faut acheter leur formation avec leur méthode miracle. C'est la multiplicité des canaux qui fait aussi la performance. Et en effet, oui, une part d'automatisation et de personnalisation. Je vois beaucoup de freelances et de solopreneurs qui ne sont pas très fans de prospection. C'est un petit peu inconfortable pour eux. Est-ce que Human Linker, ça peut les réconcilier avec la prospection, à ton avis ? Tu sais, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour l'artisan qui est en train de travailler toute la journée. Le freelance, c'est la même chose. C'est-à-dire que, imaginons, je suis freelance, je suis développeur web freelance, ou je suis web designer. Mon job, c'est de faire du web design. Donc, en fait, moi, on m'a pas appris à prospecter. On m'a pas appris à aller extraire des listes, enrichir, écrire des messages, etc. Donc, bien entendu qu'une part importante de nos clients sont des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de prospecter à la base, et on leur donne finalement les armes pour le faire bien et à un minimum de temps. Okay. Donc en fait, eux, ils peuvent rester focalisés sur leur sujet, qui fait leur réussite aujourd'hui, donc d'opérer, de remplir des missions, pendant que l'IA travaille pour eux, tout simplement. Et donc là, on a des séries d'automatisation qui vont analyser les réponses des gens, catégoriser, intéressé, pas intéressé. Si la personne est en vacances, ça va décaler la prochaine étape de campagne. Tout ça pour que la personne puisse rester focalisée sur son activité de base. C'est la même chose pour les commerciaux. Ils préfèrent qu'ils soient en rendez-vous toute la journée, qu'ils parlent avec des vrais humains, puisque ça, pour le coup, l'IA ne va pas le faire. Nous, on va d'ailleurs jusqu'à même préparer les rendez-vous automatiquement avec l'IA, pour faire que les commerciaux, ou les freelances d'ailleurs, arrivent à rendez-vous beaucoup mieux préparés. D'accord. À quoi ça ressemblera la prospection dans 5 ou 10 ans, à ton avis ? Je pense que ça aura encore beaucoup évolué, parce que notamment, on voit arriver aussi, alors j'y crois pas des masses, mais des agents vocaux IA, je pense dans un contexte B2B, c'est relativement peu probable que ça fonctionne. Je vois mal le directeur marketing de Leroy Merlin décrocher, parler à une IA qui veut prendre un rendez-vous avec lui. J'ai encore du mal à y croire. Et c'est pas un niveau de qualité de l'IA, c'est que je pense qu'à un moment donné, justement, les décideurs ont envie de parler avec des vrais humains. Et justement, c'est aussi ça, la transformation de tout ça, c'est qu'est-ce qui est fait par un humain, qu'est-ce qui est fait par l'IA. Donc je pense que dans 5-10 ans, il y aura toujours des commerciaux. Il y aura toujours des commerciaux qui vont prospecter aussi manuellement, notamment dans les tâches d'appel. J'y crois beaucoup en tout cas. Et justement, on travaille sur ces sujets-là pour leur donner aussi plus de conseils, plus de matière pour faire des appels aussi plus qualitatifs que ce qu'on a pu avoir par le passé. Je pense qu'on a tous reçu des appels sur son téléphone avec des gens qui sont complètement à l'ouest, qui ont très peu de contexte sur nous, etc. Et donc, c'est jamais brillant derrière sur ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y aura toujours l'automatisation. Je pense qu'il va y avoir un retour à des événements publics, des salons, etc. Parce que c'est aussi là que se font les deals, dans des vrais échanges avec les vrais humains. Donc, je pense que ça sera un hybride vraiment entre le digital et la vraie vie, en fait. Donc, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Est-ce que du coup, avec l'IA, tu penses que ça coûterait moins cher de développer Human Linker aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, par exemple ? Oui, et à l'ère de l'IA, c'est sûr que développer Human Linker, ça nous aurait coûté moins cher que ce qu'on a pu le faire depuis le début du projet. Néanmoins, aujourd'hui, on a une qualité de code qui est bien plus élevée que ce qui est capable de faire l'IA aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'IA et le code, c'est aussi du code qui est construit, c'est
des profils seniors qui sont capables de le checker, de le challenger, etc. Construire un produit aussi complexe qu'on l'a fait avec Human Linker, juste avec des lignes de code IA, c'est quasiment impossible en fait. Donc je pense que ça nous aurait fait gagner du temps sur des tâches relativement simples. Par exemple, l'intégration sur du front, par exemple, ou sur des fonctionnalités un peu basiques qu'on aurait pu faire avec de l'IA, alors qu'en fait, on le faisait faire par des freelances ou autres. Et c'est sûr que quand on regarde les budgets, oui, c'est sûr que si tel truc, je pouvais le faire pour 100 euros et qu'en fait, j'ai dépensé 15 000, j'aurais pu mettre les 15 000 en marketing à la place ou ne pas les dépenser et les garder sur mon compte. Est-ce que c'est plus simple, du coup, à ton avis, aujourd'hui, de monter une start-up comme ça Je pense qu'au contraire, non, c'est beaucoup plus dur, parce que tout le monde veut créer sa boîte. Et finalement, en fait, il y a un peu un brouhaha de boîtes de partout qui se créent, tout le monde tente, tout le monde utilise un peu son chômage, etc. Et la réalité, c'est que derrière, c'est pas que le fait qu'on a créé ce petit produit avec l'IA ou autre qui va faire la différence. C'est aussi tout ce qu'on a créé en termes de clients, la solidité de notre base de clients, etc. Donc, c'est bien beau d'avoir un petit produit qu'on sort comme ça, où on a 50, 100 utilisateurs payants au bout de 6 mois, mais ça ne veut pas dire que 6 mois après, les 100 utilisateurs payants ils seront encore là. Parce qu'il y a, à l'ère de l'IA, un niveau d'attrition, d'infidélité des clients qui est extrême. Les gens n'attendent plus, ils viennent, ils testent, ils restent 2 mois, pouf, ils partent vers une autre boîte. Il suffit qu'ils soient sur Instagram, ils vont recevoir 50 propositions différentes de « Regarde ma solution IA pour gagner du temps, pour prendre un rendez-vous, pour ceci, cela ». Donc, je pense que c'est encore plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se positionnent, qui créent des produits. Donc, c'est plus simple de créer les produits, mais c'est plus difficile d'arriver finalement à gagner. On va commencer par la petite séquence instinct ou raison. Je vais te donner ça. Merci. Je vais te donner des exemples de situations que tu as pu rencontrer dans ton parcours entrepreneurial. Et tu dois me dire si tu réagis plutôt avec la raison ou plutôt par instinct. Développer une fonctionnalité demandée par les clients mais qui ne correspond pas à ta vision. Ça, c'est quand même la raison. Ouais. Parce qu'il faut quand même écouter les clients. Il faut essayer d'arriver à comprendre aussi si l'idée du client, il y en a aussi 30 autres qui demandent la même chose. Qui fait déjà cette fonctionnalité sur le marché, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas tout faire à l'instinct, en dire non, ça, moi à la base, ça ne fait pas partie de ma vision, donc non, on ne le fera pas. Okay. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, je pense. Il faut écouter ses clients, ceux qui payent, ceux qui sont capables de continuer à payer dans le futur. Suivre les conseils de tes investisseurs. La raison aussi, hein. Je pense que tous les investisseurs aujourd'hui qu'on a au capital, ils ont quand même de la crédibilité, ils ont de l'expérience. Donc c'est important de prendre en compte leur avis. On a quand même la capacité aussi de se forger notre propre avis sur les choses. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre en compte leur avis. On ne peut pas jouer tout à l'instinct non plus. S'associer avec quelqu'un, instinct ou raison? L'instinct. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi tenter les choses. Et il y a un aspect de feeling, en fait, qu'il faut ressentir dès le début, quoi. Donc, je pense qu'une fois de plus, quand on s'associe avec quelqu'un, on n'a pas non plus un an devant soi pour regarder tous les paramètres. Oui, mais alors, est-ce qu'il sera comme ça, ou comme ça, ou comme ça? À un moment donné, il faut y aller un peu à l'instinct. Donc, moi, je me rappelle très bien comment ça s'est fait. Voilà, c'était rapide. Est-ce que je commence à investir du temps? Est-ce que je crois en la collaboration avec Régis? Ok, let's go, on y va. Et puis après, les choses se font. Et globalement, dans la prise de décision, tu es plutôt instinct ou raison? Je peux faire une réponse hybride. Je suis un peu les deux. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une part d'instinct, mais il y a toujours de la raison derrière, en fait, parce que je calcule toujours les trucs en fonction de pas mal de paramètres différents qui peuvent se produire. Donc, j'écoute mon instinct. Si à un moment donné, je me dis, voilà, il y a un truc, il ne faut pas y aller. Mais je vais quand même essayer de creuser derrière pour me dire, ok, il y a ma perception des choses sur le moment, mais il y a aussi derrière une réflexion qui est posée. Moi, j'ai l'habitude des gens qui gardent tout dans leur tête. Moi, j'ai l'habitude de poser les choses sur du papier, dans un Notion, sur différents outils de mind mapping, etc. Et des fois, ça me permet de changer d'avis. On peut avoir un instinct sur le moment de se dire, ouais, non, il faut y aller. Au contraire, il ne faut pas y aller. Et derrière, en ayant poussé la réflexion, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Ok. On peut poser, si tu veux, on va passer à la deuxième séquence. De 0 à 10, je te donne des leviers business pour la croissance, le développement d'entreprise. Tu me dis si, de 0 à 10, l'impact que ça a eu sur ta propre entreprise, toi, pour trouver des clients. Si je te dis, par exemple, le branding, l'image de marque. 8. Ouais, je Ouais. pense que déjà le nom que nous on a choisi, le logo avec le H qui s'entrecroise, avec le fait d'avoir des liens, etc., ça a quand même vachement, j'ai envie de dire, posé un peu la base de notre brand et de ce qu'on a voulu construire derrière en termes de discours, autour du fait de créer des relations solides entre les décideurs et les commerciaux notamment. Et donc, en fait, on a quand même réussi derrière à créer, voilà, je pense, un discours, une réalité autour de cette marque. Donc, ça a, je pense, eu un impact. Il y a des boîtes qui ont changé 3 fois de nom, etc. Ça n'a pas été notre cas. Et depuis le premier jour, on a toujours prêché un peu la même chose. Ok. La prise de parole du dirigeant. 9. Ouais, je pense que ça a été hyper efficace. En tout cas, ça a fait partie des plus gros pics de trafic qu'on a pu avoir sur des sorties de vidéos YouTube, Instagram, TikTok, etc. notamment. Donc je pense qu'une fois de plus, ça permet, en fonction de la cible qu'on a, une fois de plus, hein, en fonction de la cible qu'on a, nous, comme je le disais, à un moment donné où on voulait toucher une cible qui était vraiment impliquée sur ses réseaux sociaux, etc. C'était hyper utile. Et donc ouais, je pense que ça a été un super canal. LinkedIn. Pareil, 10, je pense que ça a Ouais. participé énormément en fait à l'accélération du Manlinker, à notre notoriété notamment, etc. Donc je pense que c'est un élément majeur aujourd'hui dans sa stratégie, le fait d'être capable aussi de pouvoir embarquer en fait ces investisseurs, de les taguer, etc. Ça a été vraiment un élément important. Levier donc de 0 à 10, la chance. 7. Quand même, ouais. Ouais. Ouais, il y a une part de chance, Ouais. d'arriver au bon moment, au bon timing. Euh, Il y a une part de chance quand on détecte l'opportunité de rachat dans l'été 2023. Bah ouais, je tombe sur ça sur LinkedIn. Bon, bah, il y a une part de chance, hein, ça aurait pu pas arriver. Ça a participé à créer le discours et à créer aussi tout ce qu'on a voulu mettre en avant avec Human Linker après. Donc, je pense qu'il y a toujours une part de chance dans tout ça, mais comme il y a une part de malchance aussi. Donc ouais, je pense que la chance y est aussi pour quelque chose. Et le réseau de 0 à 10. 10. Ouais. Bah, je pense que de toute façon, la genèse du projet, c'est déjà une histoire de réseau avec la manière dont on a réussi à lever des fonds. Et puis, en fait, ça a toujours été de cette manière-là. Donc, je pense que justement, aujourd'hui, la problématique sur plein de projets, de gens qui se lancent, qui créent des petits outils, des petits projets, c'est bien. Pas plus, c'est génial, parce qu'on peut le faire. Mais néanmoins, à un moment donné, si on a envie de rentrer dans un grand groupe, de signer un gros client, etc., c'est sûr que si on a le bon produit, on a un peu de crédibilité, déjà des bons clients, et qu'en plus on a le réseau pour nous permettre de pénétrer ce genre de compte ou ce genre de milieu, ça fait quand même la différence. Ouais. Donc oui, je pense que c'est un énorme levier. De 0 à 10, Meta Ads. 6. Ah ouais? Ouais, Moins bien. moins bien. Moins bien parce que moins précis par rapport à notre audience. Une fois de plus, je pense que s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois, Non, mais c'est intéressant. ça dépend Ouais. quelle est ton audience. Nous, en l'occurrence, oui, Meta Ads, c'était bien pour faire venir le bas de marché ou des utilisateurs finaux de notre plateforme. En l'occurrence, Meta Ads pour faire venir des dirigeants, enfin plutôt des directeurs commerciaux, et faire dépenser 10 ou 20 000 euros, c'est une autre histoire. Et par rapport à l'influence marketing? Ouais, l'influence marketing, c'est un plus gros, plus gros levier. D'accord. Parce que l'influence marketing, pour le coup, il y a un niveau de réassurance, il y a un niveau de viralité aussi derrière qui est à tous les niveaux, en fait. Donc, l'influence marketing, ça va marquer des dirigeants même de boîtes de 200, 300, 500 personnes qui ont vu passer rapidement ou qui ont reçu de telles personnes. Eh tiens, t'as vu, regarde, il y a ça qui a popé. Pour moi, c'est vraiment complètement différent. Ok. Le building public, le fait de construire, de créer son entreprise, de le documenter sur les réseaux. Ouais, je pense que ça a eu un impact relativement Vous l'avez fait, ça? important. Ouais, on l'a fait. D'accord. À différents niveaux. Il y a des gens qui l'ont fait encore plus que nous, donné vraiment tout l'envers du décor, mais on a toujours, oui, mis des photos, des vidéos avec les collaborateurs quand on faisait des séminaires, parler de la réalité, de choses des fois difficiles, parler de l'envers du décor, etc. Je pense que c'est bien, ça fait partie du jeu, de le faire.
Après, est-ce que ça a un impact business fort sur les leads et la conversion? Je pense pas. Tu mets combien, du coup, entre 0 et 10? Building public? 5. 5. Ok. Je te remercie. On va passer à la dernière petite séquence. Donc, je te mets les cartes Ouais. ici. Hop, je te laisse piocher au hasard. Tu me lis Allez. la question à voix haute. Et puis, Allez, let's go. Dans le rétro, du coup. Le pire conseil qu'on t'ait donné. peut-être qu'il y en a. Ne lève pas de fond. On t'a dit ça? On m'a déjà dit ça, ouais. D'accord. Ne lève pas de fond. Non, lève pas de fond, etc. La réalité, c'est que c'est un très mauvais conseil parce qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, du niveau d'attente des clients finaux, ça n'a pas de sens en fait de réfléchir comme ça. Et qu'à un moment donné, pour pouvoir construire des produits que les utilisateurs finaux aiment, il y a du financement à obtenir, il y a des développements à faire, sinon on n'est jamais au niveau. Donc on m'a souvent donné ce conseil-là, non, arrête de lever, ne lève plus, etc. Et je pense que c'était un très mauvais conseil, mais qu'on n'a pas suivi. Ta plus grande fierté? Je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir été capable de construire un projet de A à Z dans un contexte où j'avais créé une petite boîte avant, mais qui était plutôt du service. Enfin, c'est beaucoup moins difficile que créer un produit de A à Z en ayant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, parce qu'on doit imaginer ce qui va se passer dans X années. Et donc, ça a été difficile, franchement. Mais ouais, je pense que c'est quand même une forme de fierté aussi d'avoir réussi à passer toutes ces épreuves, toutes ces étapes de levée de fonds, de rachat, de recrutement de collaborateurs. Voilà, des étapes des fois très difficiles, mais formatrices pour le futur aussi. Donc ouais, je pense que quoi qu'il arrive, j'en ressortirai énormément grandi. Et c'est sûr que c'est une forme de fierté pour moi d'avoir réussi à faire connaître une marque, à avoir des clients partout dans le monde, etc. Donc ouais, c'est ça la fierté, je pense. Je sais pas s'il y a des dedans la question, mais je te la pose. C'est quoi la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, c'est de mettre fin à certaines collaborations, collaborateurs, de manière forcée, en fait, par des réalités économiques. D'accord. Donc il y a des collaborateurs, on a absolument envie de les conserver dans l'organisation. Néanmoins, il y a certains moments de la vie de la boîte où en fait, les finances ne le permettent plus. Et donc c'est difficile. Quand on a capitalisé sur des collaborateurs clés depuis plusieurs années. Donc ouais, je pense que ça fait partie des décisions les plus difficiles. Ouais. Ok. Une autre carte, peut-être? Si tu veux. Entreprendre, au final, c'est plus de liberté ou de sacrifice? Alors là, je pourrais en parler pendant des heures. Entreprendre, moi, je trouve que tous les gens parlent d'entreprendre pour gagner la liberté. Moi, je trouve que je l'ai plutôt perdu Ouais. pendant plusieurs années, parce qu'en fait, le niveau d'implication qu'on doit mettre dans le projet nous prive d'une forme de liberté ou nous prive d'une forme de... on oublie des fois ce qui nous plaît vraiment dans la vie, en fait. Donc ça, c'est difficile quand même, je trouve. Donc ouais, je trouve qu'on perd à un moment donné sa liberté. Il faut faire des sacrifices énormes. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut tenir, et je dis pas que c'est ce qui s'est passé pour moi tout au long de l'aventure, parce que ça serait faux, mais il faut arriver à se reconnecter un peu à cette forme de liberté. On peut pas tout accepter. On doit reprendre aussi certaines routines importantes pour nous, comme le sport, par exemple, pour essayer de retrouver un brin de liberté dans un monde qui est quand même très conditionné avec la pression des clients, la pression des investisseurs, etc. Donc je pense que dans l'entrepreneuriat de manière globale, on peut trouver sa liberté. Maintenant, est-ce qu'on trouve sa liberté dans les startups, etc. Je suis pas sûr. Ou en tout cas, ça dépend des gens. Ouais. Une petite dernière? Ta morning routine pour performer. A. Lever à 5 heures, matcha, méditation. B. 25 km de running à jeun tous les matins. C. Café, pression, deadline. Alors, ma routine pendant plusieurs années, c'était café, pression, deadline. Ok. Et maintenant, c'est plutôt la réponse B. Mais c'est pas 25 km de running, c'est 6 ou 7 km de running, ou du vélo par exemple. Et à jeun ou pas à jeun. Mais en tout cas, j'essaye de faire du sport et de faire un bon petit déj. Après, je me lève pas à 5 heures. Je me lève un peu plus tard, vers 7h30 par exemple.
Et voilà, donc non, je ne vais pas dire c'est 5 heures, matcha, méditation, etc. Mais presque. Ce serait complètement faux. Mais en tout cas, j'essaie de me garder une cartouche de respiration le matin avant de faire ce que j'ai dû faire pendant trop d'années peut-être, de suite ouvrir mon ordi un quart d'heure après m'être réveillé. Et là, je pense que le niveau et les pics de stress, ils sont quand même relativement élevés. Ça fait partie des petites libertés à conserver, je pense. Ouais, je pense. Et après, ça vient un peu avec la maturité aussi, quand on se confronte au truc et qu'on se fait un peu mal pendant plusieurs années, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut changer. Ok. Merci Thibaut de m'avoir partagé ton parcours. Merci à toi. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le nous savoir en partageant la vidéo et en la commentant. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Instinct d'entrepreneur. À très vite.